Alors, bienvenue à ce webinaire organisé par le Carrefour de la réussite qui porte sur l'encadrement des étudiants. Alors, pour cette activité, en fait, on a quatre personnes qui seront plus actives dans cette session, dans cette activité. Alors, je vous présente tout de suite Madame Sylvie Allaire du Cégep André Laurando. On a M. Éric Cyr, qui est du Cégep Beauce-Appalaches, conseiller pédagogique aussi, comme Mme Allaire. Il y a Yvette Hamel, qui est enseignante en technique d'éducation à l'enfance et au Cégep de Sainte-Foy, et elle est aussi répondante de la réussite pour son programme. Vous voyez également à l'écran Anne Filion, qui est notre coordonnatrice pour notre communauté des répondants de la réussite du Carrefour de la réussite. Et Anne agira en tant que co-animatrice. Elle s'occupera davantage de la section clavardage et elle s'assurera de voir passer toutes ces belles préoccupations, belles questions que vous aurez à formuler à nos participants, à nos personnes ressources, pardon. Alors, et moi, Judith Dubé, je suis votre animatrice au Carrefour et c'est moi qui ferai l'animation de cet atelier de ce matin. Alors, bon, ce que je souhaitais vous dire en guise d'introduction, c'est que il y a beaucoup de pratiques d'encadrement qui ont été développées par les cégeps au fil des années et de façon plus intense au cours des, je dirais, 3-4 dernières années. Il y a plusieurs activités d'encadrement qui se font directement en classe, mais certaines se font aussi hors classe et impliquent d'autres professionnels que les enseignants à ce moment-là. Donc, c'est pour vous présenter en fait trois types d'activités d'encadrement qui ont été développées dans les cégeps que bon, nos personnes ressources vont vous entretenir de ces propos-là. Donc, j'inviterais peut-être Sylvie à nous présenter, juste on va faire un petit tour de table, un petit tour des animateurs pour qu'ils nous disent à chacun leur tour quelle sera précisément la nature de leurs propos. Et ensuite, on ira avec la présentation de Sylvie. Juste avant, là, je vais vous présenter notre ordre du jour. Question de taille de caractère, je vous inviterai peut-être pour ceux qui trouvent que c'est un peu petit à vous rendre à droite. Il y a une petite loupe sur la partie droite de votre écran. Vous pouvez utiliser un caractère 125, 150, c'est un peu plus visible. Alors voilà, Sylvie, je te laisse la parole pour quelques minutes, simplement faire la présentation. Ben alors bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Oui, d'accord. Alors, c'est ça, je vais vous parler, moi, du rôle du responsable de l'encadrement qu'on a implanté dans 8 programmes au Cégep. Alors, on s'est inspiré un peu de ce qui se faisait à Sherbrooke, de ce qui se faisait à Brébeuf et de ce qui se faisait chez nous aussi. Alors, voilà. Parfait, merci. Monsieur Cyr? Alors, bonjour, moi je suis Éric Cyr. Moi je vais vous parler des Jeudis de la réussite. C'est une activité qu'on a fait pour la première fois cet automne 2014 au Cégep et qui vise à multiplier les intervenants en encadrement à la réussite. Parfait, merci. Madame Hamel? Bonjour, moi je suis enseignante et je suis répondante locale à la réussite. Je vais vous parler du plan de réussite qui a été implanté de 2009 à 2014 et les 2 mesures que ça sous-tend, le plan de réussite. Parfait, merci. Alors, bon, je vais sans plus tarder vous laisser entre les bonnes mains de Sylvie Allaire. Simplement, excuse-moi Sylvie, avant de te laisser la parole, je voudrais simplement préciser à tous les participants que vous serez invités là, à la fin de chacune des présentations à poser quelques questions pour clarifier, pour préciser le propos de nos présentateurs, de nos personnes ressources. Mais il y aura aussi une période de questions générales à la fin des 3 présentations. Mais j'accorderai quand même 4-5 minutes là, à la fin de chacune des présentations pour qu'on puisse traiter de cette présentation qui vient d'être faite. Et vous serez alors invités là, à utiliser vos caméras et vos micros pour adresser vos questions. Et en tout temps aussi, vous pouvez utiliser la zone clavardage qui est à gauche de votre écran.
N'hésitez pas à poser vos questions, à émettre des commentaires, des préoccupations. On a Madame Filion qui va s'assurer là, de suivre ce qui se passe là-dessus et on pourra au besoin là, faire adresser des questions que vous aurez écrites à nos personnes ressources. Un autre rappel important aussi, c'est que ce webinaire est enregistré et il sera aussi diffusé sur le site du Carrefour. Alors, les participants qui n'auraient pas pu se joindre à nous aujourd'hui pourront le faire de manière asynchrone. C'est ça, donc n'hésitez pas à utiliser les ressources là, qui sont à votre disposition pour écrire vos commentaires. Alors, voilà, il y a la présentation de Sylvie qui est maintenant à l'écran. Alors, je vais la laisser prendre le contrôle de sa présentation pour les 10 prochaines minutes. Alors voilà, je vais tout de suite me déplacer des diapositives, celle-ci. Alors, c'est ça. Moi, je vais vous parler du suivi de l'encadrement des étudiants. Comme je vous disais, on le fait dans 8 projets présentement. Ce qui nous a guidés là-dedans, en fait, c'est la phrase que j'ai mise ici de côté, qui est dépister tôt pour intervenir rapidement. Alors, on le sait que 15 semaines, c'est une courte période pour les étudiants qui puissent s'acclimater, prendre les bonnes techniques qu'il faut pour bien réussir au cégep. Mais il reste que pour nous, pour les intervenants, pour les enseignants, 15 semaines, c'est aussi extrêmement court pour intervenir et agir rapidement. Alors voilà, ici, ce que j'ai pris l'échéancier des activités de suivi d'encadrement de sciences de la nature. Alors, comme responsable du programme, je demande aux 8 responsables d'encadrement de produire un échéancier des activités qu'ils feront sur les 15 semaines de la session. Je vais commencer avec ça. Les informations se retrouvent sur cette fiche-là. Pourquoi Sciences Nature? Parce que j'ai pris en fait le premier que j'avais sous la main. Ça aurait pu être n'importe quel autre programme, mais en même temps, ça fait une bonne synthèse. C'est important aussi de savoir que chaque programme le fait selon, ils ont des critères de base communs à tous, mais il est important que chaque programme respecte la philosophie même et les disponibilités des gens qu'ils ont en place pour faire leur calendrier. Alors, je commence avec ça. Alors, à la semaine 0, donc la semaine précédant le début des cours, le responsable d'encadrement rencontre les enseignants de première session pour leur expliquer quel sera le projet durant la session, quels seront les rôles de chacun et les activités. Alors, je vous amène je vais me promener beaucoup d'une à l'autre, là. On va faire ça simplement. Alors, le responsable d'encadrement, c'est lui qui fait ça parce que le responsable d'encadrement, il coordonne les interventions de l'encadrement de son programme pour la première session. C'est lui qui va collecter, analyser et transmettre l'information aux enseignants et aux intervenants. C'est aussi lui qui va interpeller les étudiants lorsque leurs difficultés auront des effets sur plus de 2 cours. Alors voilà, je reviens ici. Donc, ce responsable d'encadrement-là présente les rôles à chacun. De la semaine 1 à 4, tous les enseignants, on leur demande d'entrer leurs absences sur Léa et il y aura un appel automatisé qui sera fait par le service de l'organisation scolaire. Donc, on fait un appel qui est graduel. D'une semaine à l'autre, le message est de plus en plus, je dirais pas coercitif, mais beaucoup plus incitatif vers la fin de la 4e semaine parce qu'évidemment, l'absence, on sait que c'est un des critères importants pour l'abandon des cours. Donc, on a besoin de connaître qui est absent et d'intervenir auprès d'eux autres. La semaine 2 à 4, la semaine 5 et la semaine 10 à 11, vous voyez ici, c'est marqué « Entrée massive des remarques sur Léa ». Donc, les enseignants sont invités, fortement invités, à entrer des remarques sur Léa. Je vais vous amener tout de suite à vous montrer qu'est-ce que c'est que cette page-là. C'est la page qu'on retrouve effectivement sur Léa et nous, on l'a formaté avec 24 petites phrases qu'on retrouve qui sont des indicateurs qu'on trouve importants. Et la dernière boîte, c'est le numéro 25, qui est une boîte de dialogue où l'enseignant peut écrire des commentaires particuliers sur l'étudiant. Donc, un enseignant peut indiquer même si c'est tôt dans la session, que c'est un étudiant qui n'a pas encore son matériel requis, par exemple, qui arrive souvent en retard, qui est très isolé. L'important, en fait, pour le responsable d'encadrement,
c'est de voir si cette information-là arrive pour un étudiant, mais dans plus d'un cours. À ce moment-là, il faut intervenir. Quand c'est temporaire, c'est dans un cours, c'est pas si mal, mais le rôle du responsable d'encadrement, c'est de faire la synthèse de ces informations-là. Donc, l'enseignant demande, le responsable d'encadrement, demande aux enseignants de noter l'organisation du travail, l'attitude, le comportement, l'isolement, les difficultés d'apprentissage des étudiants. Parce que les réactions des profs, c'est oui, mais dans les premières semaines de cours, on n'a pas encore de notes. Ça donne quoi? Et ce qu'on leur dit, c'est que vos premières impressions sont aussi très importantes. La 5e semaine, en plus de l'entrée massive des remarques, on demande aux enseignants d'entrer les premiers résultats. Là, le prof indique, idéalement, l'entrée des notes doit se faire au plus tard le 3 octobre, ça c'était la session passée, parce que l'analyse des absences, des notes et des remarques se fera la semaine 6. Donc, à la semaine 6, le responsable d'encadrement organise une rencontre de suivi des étudiants. Je vous amène maintenant ici. Pour préparer cette rencontre, le responsable d'encadrement analyse les entrées massives que les enseignants ont faites et il va déterminer les paramètres de ces analyses-là. Donc, chacun des responsables d'encadrement, selon les besoins, vont identifier des paramètres. Par exemple, en sciences nature, chez nous, on sait que lorsqu'un étudiant arrive du secondaire et qu'il est faible en physique, faible en mathématiques, c'est un cocktail qui peut être un peu explosif. Si on ajoute à ça qu'il était faible en français, alors là, les risques d'échec sont beaucoup plus grands. Alors, en sciences, il a utilisé ces paramètres-là, plus des choses comme un étudiant qui est très isolé, un étudiant qui ne participe pas aux activités. À ce moment-là, c'est un signal d'alarme pour aller rapidement rencontrer cet étudiant-là. Donc, il va choisir ces indicateurs, il va identifier les étudiants qui sont les plus à risque. Et à ce moment-là, ce n'est pas seulement que ceux qui sont faibles, mais ceux qui sont à risque au niveau des comportements aussi. Pour chacun des étudiants, il va préparer une fiche de suivi et il va identifier là où les problèmes pour cet étudiant-là. Par la suite, il invite les enseignants et les intervenants concernés à une rencontre de suivi. Lors de la rencontre, elle peut se faire en grand groupe, c'est ce qu'ils font en sciences nature, ou en petits groupes, en soins infirmiers. À cause des stages, c'est difficile de faire des grands groupes. Donc, le programme organise sa rencontre selon ses besoins. Tous les enseignants de la formation spécifique et des disciplines contributives sont invités, ainsi que les différentes ressources. Donc, l'aide pédagogique du programme, la travailleuse sociale, le SAID et le CP du programme est là aussi. Lors de cette rencontre-là, on demande aux gens de s'en tenir à des remarques utiles et pertinentes au sujet des étudiants. Donc, on va laisser faire le vidage de cœur sur un tel. Ah, un tel est comme ci, comme ça. Bon, on essaie de ne pas faire ça. Je vous dirais que les premières expériences, ça ne marche pas nécessairement, mais on y tend. Ensuite, la fiche de suivi d'un étudiant élu par le responsable d'encadrement. Le groupe est sollicité pour trouver des solutions possibles. Alors, un enseignant peut dire, moi, dans mon cours, j'ai pas ce problème-là avec cet étudiant-là, donc je suis peut-être en bonne situation pour rencontrer cet étudiant-là et lui en parler. Donc, il y a au moins une personne de l'équipe qui va se charger de l'étudiant. Ça peut être un aide pédagogique, la travailleuse sociale, mais les enseignants eux-mêmes aussi, et aussi le responsable d'encadrement. Donc, c'est de déterminer qui va prendre cette action-là en main pour intervenir rapidement. Donc, j'espère que ça n'est pas trop le tournis de mes fiches qui changent, mais ça ne changera plus. Là, c'est fini. Alors, la semaine 6, c'est la rencontre. L'objectif, c'est de trouver des solutions pour chacun des étudiants qui auront été repérés. Par exemple, je regardais ça hier et en sciences de la nature, ils avaient identifié 55 étudiants sur 182 qui devaient être suivis. Donc, c'est 30% de la clientèle de première session à qui on avait décidé de faire un suivi. Cette rencontre-là de suivi des étudiants dure en moyenne 2 heures en sciences nature. Les semaines suivantes, à ce moment-là, les enseignants concernés, les responsables d'encadrement ou les intervenants vont faire l'intervention auprès des étudiants. Évidemment, lorsque les signaux d'alarme apparaissent plus tôt dans la session, le responsable d'encadrement va intervenir ou va faire intervenir un enseignant. Après ça, dans la semaine 10 et 11, on fait encore l'entrée des remarques. Il y aura un milieu d'encouragement aussi
tout dépendamment des programmes, un peu plus tôt, un peu plus tard. Et il y aura une autre analyse de remarques et au besoin, il y aura une rencontre de suivi qui va se faire à la semaine 11. Alors, je ne sais pas combien il me reste de temps. Environ 2 minutes. C'est bon. Alors, écoutez, si vous avez des questions, je vais vous laisser aux questions. Moi, j'ai pas mal fait le tour de mon sprint, là. J'ai réduit un 30 minutes à 10 minutes, alors j'espère que je ne vous ai pas tous perdus. C'est bon, alors j'inviterai les gens qui auraient des questions à se manifester avec caméra et micro, s'il vous plaît. Donc, il y a Madame Lapointe. Oui, bonjour Sylvie, merci beaucoup pour la présentation, c'était vraiment très intéressant. En fait, moi j'ai vraiment une question pratico-pratique. Est-ce que les profs, les responsables de l'encadrement, est-ce qu'ils sont dégrevés? Eh oui, je savais que cette question-là arriverait. Malheureusement, je pense qu'elle arriverait plus tard, mais oui, ils sont dégrevés, ils font pas ça gratuitement, malheureusement. Ou heureusement, là, c'est selon. Présentement, c'est ce qui cause un peu un problème ici. On a de la misère avec de bien baliser ce dégrèvement-là. On est encore en processus de rodage. On a commencé avec 3 projets, on est rendu à 8 projets présentement, mais on peut pas maintenir le même dégrèvement. Présentement, comme Sciences Nature, ils ont un dégrèvement de 0,2, ce qui est d'une journée semaine, pour faire cet encadrement-là. Par exemple, un programme comme technologie physique qui a moins de 30 élèves, lui se retrouve avec un dégrèvement de 0,1. Cependant, tous les programmes qui débutaient cette année, par exemple en arts et lettres, ils débutaient, il y avait aussi en génie civil et il y avait un autre programme en technique éducation à l'enfance. On a accordé 0,2 pour qu'ils puissent se familiariser avec tous les outils, avec mettre ça en place dans leur département. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail pour les enseignants. Je dois dire aussi que tous les nouveaux enseignants sont pairés avec un enseignant qui l'a déjà fait, un autre responsable d'encadrement pour supporter le travail. Voilà. Donc, c'est 0,2. J'aurais juste encore une autre petite question. Le responsable d'encadrement a accès aussi aux données de l'EA? Oui. Le responsable d'encadrement nous signe une feuille de confidentialité et il a accès à toutes les informations sur l'EA. Donc, il a accès aux résultats scolaires des étudiants du secondaire, du collégial, il a accès aux présences, aux absences, si un contrat de réussite, il est au courant aussi. De plus, on a notre service informatique a fait une fiche pour que les responsables d'encadrement puissent communiquer d'une façon automatisée avec les autres intervenants. Et sur cette fiche-là, ils ont aussi accès aux données des étudiants. Mais c'est avec une signature de confidentialité. Okay. Bien, merci beaucoup. Merci. Merci, Mme Lapointe. Dans le clavardage, on demande comment convaincre les enseignants d'entrer les absences puisque la convention collective ne l'oblige pas. Alors, ici, la façon qu'on a trouvée, c'est en leur disant qu'on était pour faire quelque chose avec les absences. Alors souvent, on le fait pas parce que c'est juste pour le prof, puis ça sert à rien. Mais nous, c'est clair que pendant les 4 semaines, tous les absents auront un message informatisé, automatisé, c'est-à-dire ils seront tous appelés. Donc, sachant cela, sachant aussi par le responsable d'encadrement que c'est un indicateur important, on s'est rendu compte que tous ceux qui le font dans le cadre du projet de suivi des étudiants et d'encadrement en première session, ça devient un automatisme pour les enseignants, puis après ça, la question ne se pose plus lorsqu'ils voient qu'on fait quelque chose avec. OK, parfait, merci. Donc, je ne sais pas si ça répond bien à la question qui avait été lancée par la salle. À titre indicatif, on avait 8 programmes, c'est 712 étudiants qui ont été suivis cet automne. Et de ça, hier soir, j'ai fait un peu de statistiques et il y a 38% des étudiants qui ont dû avoir un suivi plus particulier en cours de session. Alors, c'est quand même intéressant de voir ce qu'on a pu faire avec le projet. Oui, France. Oui, j'ai une question par rapport à la confidentialité. Il signe une feuille de confidentialité, mais il ramène ces informations-là en grand groupe auprès de tous les enseignants. Non, il ne ramène pas l'information en grand groupe. Le responsable d'encadrement, il va faire une fiche de suivi, puis il va indiquer les difficultés que l'étudiant a présentement
mais il ne parlera pas nécessairement. Il peut dire qu'il y a un profil scolaire plus faible, il y a eu des difficultés X, Y, mais ça reste quand même, la fiche n'est pas présentée devant tous les enseignants. La fiche avec toutes les données de l'étudiant. C'est un résumé qu'on retrouve sur la fiche de suivi. Mais l'étudiant qui a un besoin particulier, puis qui veut pas que ses enseignants le sachent, mais on parle des étudiants qui viennent du CED ou des trucs comme ça, la personne d'encadrement, elle va faire quoi à ce moment-là pour entraîner la concertation des autres si elle divulgue pas l'information? Non, ben à ce moment-là, la personne de SAID est aussi autour de la table. Puis, ça peut se faire une discussion à deux aussi, là, selon les besoins, selon OK. les informations, là. OK, C'est c'est pour ça ça. que des fois, c'est des petits groupes à ce moment-là. Si on voit qu'il y a un enjeu de confidentialité, on n'invite pas tout le monde. Oui, mais aussi le responsable d'encadrement, lorsqu'il va détecter quelque chose, lorsqu'il va dépister, il peut directement communiquer avec les personnes du SAID, OK. sans le faire en grand groupe. Il va ramener en grand groupe les informations qui peuvent être traitées en grand groupe. OK, merci. D'accord. Je vois aussi que quelqu'un de la salle nous dit, dans notre cégep, c'est la SAID qui fait signer une feuille aux étudiants. Presque tous les étudiants la signent. Alors, bon, je ne sais pas si la personne peut préciser son propos. Ça pourrait être intéressant là, d'avoir un petit peu plus de détails. Je sais qu'ici, le responsable d'encadrement le sait lorsque c'est un étudiant SAID parce que c'est marqué sur la fiche. Euh, si les remarques sont propres à ces difficultés d'apprentissage, ben c'est évident que la première personne qui va consulter, c'est la responsable du SAID chez nous, là. C'est pas quelque chose qui va amener à la table des enseignants, là. À ce moment-là, la personne SAID, par contre, peut s'informer auprès des enseignants, est-ce qu'il utilise ou non les services pour lesquels il est supposé d'avoir accès. Mais ça, les enseignants le savent, ces services-là. Alors, il y a une partie de l'information qui est confidentielle sur le problème ou la problématique de l'étudiant, sauf que sur la façon dont on a géré ça, c'est une partie qui est publique parce que les enseignants savent quel service cet étudiant-là a accès. Ce qu'on peut dire à la table, c'est est-ce qu'ils les utilisent ou non. Souvent, lorsque ça fait problème, c'est parce que l'étudiant, au grand désespoir de la personne de SAID, se rend compte qu'il n'utilise pas les services pour lesquels il pourrait avoir accès. D'accord. Alors, j'inviterai les gens qui ont d'autres commentaires et questions à les garder pour la fin. On passerait à la deuxième présentation. Merci Sylvie. Donc, on va passer à la présentation d'Éric, mais rien n'empêche les participants de formuler, en tout cas de se faire une tête là, à partir de ce que Sylvie a présenté. Et à la fin, on reviendra avec une période générale là, de questions et commentaires. Donc, Éric, les jeudis de la réussite. Oui, merci Judith. Dans le fond, nous, les jeudis de la réussite, c'est une nouveauté à l'automne 2014. C'est un peu une variante de ce que Sylvie vient de présenter. Dans le fond, c'est quelque chose pour nous qui répondait à un besoin local. On s'intéressait particulièrement à l'impact des échecs en première session, tel que démontré dans différentes études du SRAM notamment. Les échecs en première session ont un grand impact sur la persévérance et éventuellement la diplomation. Donc, on avait déjà un système de dépistage hâtif des étudiants en sciences humaines, mais c'était assez peu concluant, malgré que tous les enseignants étaient convaincus du bien fondé. Donc, le Cégep désirait mieux organiser et généraliser le dépistage hâtif des étudiants, mais dans l'ensemble des programmes. Dans le fond, on a présenté à l'hiver 2014 un bilan annuel de la réussite qui démontrait chez nous une baisse globale du taux de réussite en première session, ainsi qu'une augmentation, je dirais, marquée du nombre d'étudiants qui échouaient la moitié ou plus de la moitié de leurs cours en première session. Donc là, commission des études, etc., une réaction. On a fait un plan d'action, il y avait plusieurs interventions prévues, dont bien sûr les jeudis de la réussite. En même temps, on avait un nouveau logiciel qui est le logiciel Léa, qui est certainement le même que celui que Sylvie nous présentait tout à l'heure, qui était disponible chez nous. Donc ce logiciel-là, dans le fond, ce qu'il permet, il permet de suivre en temps réel les notes et les absences des étudiants au fur et à mesure que ces notes-là entrent au cours de la session. Dans le cas qui nous intéressait, les nouveaux étudiants des programmes. Dans le fond, ce logiciel-là s'appelle Suivi de la réussite, Léa, mais le volet coordonnateur, celui qui est prévu et fait pour les coordonnateurs. Dans le fond,
C'est ça, il permet le suivi en temps réel des étudiants qui sont à risque, puis des absences. Il y a eu des discussions à l'interne, je dirais au niveau de la direction des études, à savoir est-ce que c'était pertinent de donner accès aux informations, quelles informations aux coordonnateurs, à qui, à l'ensemble des enseignants, juste aux responsables de la réussite, etc. Donc, ce qui a été décidé, c'était de donner accès aux coordonnateurs des départements, leur donner accès, dans le fond, à l'information en temps réel des notes et des absences des étudiants de leur programme. Dans le fond, je dirais de tous les cours supportés par leur département. Par exemple, en sciences humaines, ils ont plusieurs cours qui contribuent dans différents programmes. Une fois que cette décision-là a été prise, nous, on avait besoin de faire connaître le logiciel et son potentiel, nous, on le voyait important, on le voyait intéressant au niveau du dépistage hâtif des étudiants à risque dans les programmes. Donc, on voulait que ce logiciel-là soit utilisé dans tous les programmes pour aider les étudiants. Et donc, le 9 octobre 2014, on a fait notre premier jeudi de la réussite. Qu'est-ce que le premier jeudi de la réussite? Je vous explique ça. Dans le fond, ce qu'on voulait, c'est que les enseignants interviennent dans la réussite, dans l'encadrement, dans l'aide à la réussite. On avait ici localement une image peut-être à modifier, qu'on souhaitait modifier. C'était que le responsable de la réussite, les API, la responsable des services adaptés, ils étaient vus comme les principaux intervenants en intervention, en dépistage, en intervention directe en aide à la réussite. Là, je ne parle pas de l'encadrement lié au cours, mais il y avait quelque chose qui faisait que ces gens-là étaient vraiment vus comme le point de chute d'aide à la réussite dans le collège. Cette façon de faire-là n'était pas super réaliste et vraiment pas efficace au sens qu'on a près de 2000 étudiants. Et nous, ce qu'on voulait faire, c'était vraiment multiplier les intervenants en aide à la réussite. Donc, notre premier élément de solution qu'on a imaginé, c'était d'impliquer plus directement les enseignants et vraiment tous les enseignants. Parce qu'on se disait, ils sont après tout, ce sont eux qui sont les mieux placés pour encadrer les étudiants de première session, au sens que nous, on n'a pas vraiment de résultats. Eux, ils les voient dès la première semaine. Et certainement que près de la moitié de nos enseignants enseignent à des étudiants de première session. Ils connaissent déjà les étudiants dès les premières semaines. Donc, on a créé ce moment-là où tous les intervenants se réunissent dans des classes. On a réservé plusieurs locaux dans une même aile de classe. Et on a réuni tous les intervenants dans un jeudi de la réussite. Dans le fond, on a réuni chaque département d'enseignants dans différents locaux de classe. Leur tâche était quand même assez simple. Dans le fond, ils devaient cibler tous les étudiants de première session qui étaient en difficulté en date du 9 octobre, du jeudi 9 octobre. À partir de quoi? À partir des résultats qui étaient déjà entrés et des absences entrées. Et je vais devancer une question. À peu près entre 1 tiers et 40% de nos enseignants saisissent entre les absences dans le système Léa. Et je dirais une plus grande partie des enseignants qui enseignent en première session. Je n'ai pas la statistique exacte, là. Mais on a quand même pour chaque étudiant un portrait correct des absences. Donc, il devait décider, établir une liste des étudiants qui étaient en difficulté au 9 octobre et décider qui, parmi les enseignants présents, parlerait à chacun des étudiants pour voir un peu leurs difficultés. Donc, il y avait des cadres, des professionnels, des techniciens qui circulaient d'un local à l'autre et qui répondaient aux questions au sujet notamment du fonctionnement du nouveau logiciel. Parce que les coordonnateurs avaient préparé, on les avait un peu préparés au logiciel, ils avaient établi une liste, etc., d'étudiants, je dirais, à risque d'échec. Mais il y avait plusieurs questions au sujet du fonctionnement du nouveau logiciel et son potentiel. Il y avait aussi plusieurs questions au sujet des services offerts au Québec, au Cégep. Parce que les enseignants connaissent bien le Cégep, bien sûr, etc., mais ils ne sont pas tous au fait de tous les services d'aide possibles aux étudiants, que ce soit au niveau des travailleurs sociaux et même dans les différents services d'aide à la réussite. Et il y avait les questions plus classiques. Qu'est-ce qu'on fait avec un étudiant qui a telle ou telle difficulté? Les enseignants avaient aussi reçu une feuille qui décrivait les différents services offerts au Cégep et un peu en quoi chaque service pouvait répondre à différents besoins. Tous les services d'aide aux étudiants ont été représentés au premier jeudi de la réussite et, comme je disais tout à l'heure, ils se promenaient un peu d'un local à l'autre pour répondre aux questions. Le taux de participation des départements a été de 100%.
tous les départements ont participé et je dirais que la plupart des enseignants étaient présents. Donc, pour nous, c'était un bon succès. Prochaine question, je dirais pourquoi est-ce qu'on a choisi un jeudi avant la semaine de lecture? Mais le dilemme était un peu, il fallait choisir un moment où il y avait suffisamment d'absence et de résultats d'entrée pour nous permettre de bien identifier des étudiants à risque, et un moment dans la session où il restait suffisamment de temps pour permettre des interventions qui auraient un impact pour éviter les échecs. Alors en ce sens-là, la 7e semaine, le jeudi de la 7e semaine, a été choisi pour ça. Et pourquoi le jeudi? Ben, c'est que le jeudi chez nous, à 14h30, les cours s'arrêtent pour des réunions notamment départementales et activités, etc. Donc à 14h30, tout le monde était libre et disponible pour participer à une activité, comme le jeudi de la réussite. Donc, dans le fond, c'était des réunions départementales. Les réunions du premier jeudi de la réussite ont duré, je dirais, entre 30 minutes et 1 heure. Comme j'expliquais tout à l'heure, c'est que les coordonnateurs avaient à l'avance préparé la liste des étudiants et nouveaux à risque d'échec. Donc, l'essentiel de la réunion était de discuter, bon, qui sont ces étudiants, les connaissez-vous, avez-vous des choses à nous dire sur eux, je parle entre enseignants et entre intervenants, et dans le fond, qu'est-ce qu'on fait pour les rencontrer. Aussi, ben, les gens avaient plusieurs questions sur le logiciel, les enseignants, notamment, il y avait des questions comme tout à l'heure au sujet de la confidentialité, pourquoi les coordonnateurs auraient accès à ça, etc., à quoi ça servait. Donc, il a fallu rassurer les gens, dire, bon, c'est seulement le coordonnateur s'est engagé à la confidentialité, vous ne recevez que l'information que vous devez recevoir, vous discutez entre vous, vous êtes des professionnels, etc. Donc, c'est un peu les questions auxquelles on a dû répondre. Donc, les rencontres départements, ils ont permis de produire à l'aide du logiciel la liste d'étudiants, mais aussi de décider qui interviendrait auprès de chaque étudiant. C'est certain qu'il y a des départements, si je pense au département d'art et lettres, les professeurs de français, ils n'ont pas nécessairement intervenu auprès de chaque étudiant de l'ensemble de nos cours de français qui étaient à risque à ce moment-là. Ils se sont concentrés sur notre programme art et lettres, lettres et communication, ainsi que sur les étudiants de la session Tremplin-Deck, du programme Tremplin-Deck, et ça leur faisait, je dirais, un nombre d'étudiants relativement raisonnable, là, considérant le travail qui était attendu après. Au niveau du suivi, de l'encadrement et du suivi de fin de session et du rapport d'activité, ce qui s'est produit, c'est que, dans le fond, l'intervention la plus répandue, suite au premier jeudi de la réussite, consistait simplement en une discussion avec les étudiants ciblés. Souvent, selon ce que les enseignants m'ont dit, souvent ça se faisait même, je dirais, un peu dans un coin d'un corridor ou via mon bureau, tout de suite on va discuter. C'était pas des rencontres qui s'allongeaient beaucoup, mais dans le fond, le seul but de la rencontre, c'était de comprendre qu'est-ce qui n'allait pas et de proposer à l'étudiant soit un suivi avec l'enseignant ou avec un service, quel qu'il soit, dans le cégep. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que suite au premier jeudi de la réussite, il y a eu plusieurs collaborations entre enseignants et les différents services d'aide du cégep. Que ce soit le responsable de la réussite, moi-même, les API, les services adaptés, les travailleurs sociaux, les techniciens d'éducation spécialisée. Donc, il y a eu tout ce bouillonnement-là qui a fait que plusieurs étudiants ont été référés à un service d'aide dont ils avaient besoin suite au premier jeudi de la réussite. En fait. Dans plusieurs cas, les étudiants avaient seulement besoin peut-être de s'inscrire au centre d'aide en français, ou autre chose, donc ça se faisait directement sans nous. Mais les cas, je dirais, plus... des fois, c'était des problématiques, par exemple, ça peut être problématique au niveau monétaire, familial, etc. Donc, qui dépassaient, je dirais, la compétence moyenne d'un enseignant. À ce moment-là, ils étaient référés à un service approprié. Donc, les départements, par la suite, ont été invités à valider en fin de session la réussite ou l'échec des étudiants ciblés lors du jeudi de la réussite. Je vous dirais que ce n'est pas tous les départements qui ont pris la peine en décembre d'aller voir, bon, dans mon groupe ciblé, combien d'échecs se sont avérés ou pas. Certains l'ont fait, d'autres non. Il faut comprendre que c'était aussi notre première expérience. Il y avait beaucoup de formation et d'appropriation dans ça. Personne, je vais devancer une autre question, personne n'a obtenu quelque dégrèvement que ce soit pour participer à tout ça. Donc c'était vraiment, ça fonctionnait beaucoup avec le bon vouloir et l'implication de chacun.
Et les départements ont produit un court rapport qui m'a été envoyé, je dirais, soit en fin de session ou en janvier, dans le fond ces jours-ci, dans les dernières semaines, pour expliquer un peu la nature des interventions faites, mais ce qui a été demandé, c'est vraiment pas un rapport nominatif, que soit c'était un peu un aperçu de ce qui avait été fait suite au jeudi de la réussite. Ce que je pourrais vous dire aussi, c'est que cet hiver, on va en faire un autre. On va faire un jeudi de la réussite à chaque session, malgré le fait qu'on a l'essentiel de nos nouveaux étudiants entre à l'automne. À l'hiver, on va regarder, c'est sûr, nos étudiants de deuxième session, nos nouveaux, et on va traiter un peu, je dirais, d'autres sujets, puisque ça va être le même principe, mais ça ne se fera plus en département. Au début, c'était pour faire simple, on a mis en département, etc., pour que les gens comprennent et connaissent le nouveau logiciel. Maintenant, ce sera en comité de programme élargi, c'est-à-dire que toutes les disciplines de chacun des programmes vont être représentées lorsque possible, parce que dans certains cas, il n'y a pas assez d'enseignants pour faire tous les programmes. Et le logiciel est encore utilisé, etc., mais on améliore notre formule pour l'hiver 2015. Alors, c'est essentiellement ce que j'avais à vous dire au sujet des jeudis de la réussite. C'est une activité qui se voulait simple et qui se voulait, dans le fond, un mouvement collectif vers un meilleur encadrement ou un encadrement plus serré de nos nouveaux étudiants. Voilà. Excellent, merci Eric. Et puis, tu as vu apparaître une question sur la page qui apparaît à l'écran. Donc, les profs de la formation générale ont-ils participé à ces rencontres? Au niveau, oui, tous les départements de la formation générale ont participé aux rencontres. Comme je vous disais, au niveau, par exemple, d'arts et lettres, ils se sont concentrés sur le programme qu'ils supportent principalement, qui est notre programme Lettres et Communication. Au niveau de langue, c'était vraiment le programme langue, auquel ils se sont plus intéressés, et peut-être certains étudiants, eux, ils traitaient aussi les étudiants du niveau 100 d'anglais. Vous savez, il y a 4 niveaux d'anglais, alors le premier. Donc, ils sont occupés, je dirais, de ces deux groupes-là. Et philosophie a participé aussi. Je les ai pas visités, là, de mémoire, je ne me souviens pas quel groupe ils avaient isolé, mais oui, tous les enseignants ont participé à ça. Et c'est un peu le but cet hiver de le faire en comité de programme élargi, c'est d'amener, je dirais, les enseignants de la formation générale dans les programmes, dans tous les programmes, puisqu'ils contribuent à tous les programmes. On va voir si ce sera une amélioration gagnante. Parfait. Il y avait une autre question aussi. On demande, est-ce que tous les enseignants sont bien outillés pour aider, car certains peuvent se sentir gênés et plus malhabiles pour accompagner? Oui, mais ce ne sont pas tous les enseignants suite au jeudi de la réussite qui ont dû ou qui ont choisi de rencontrer des étudiants. Certains étaient plus à l'aise. Bien sûr, ce sont souvent les enseignants qui enseignaient en première session, donc à ces étudiants-là qui se sont occupés un peu de ce travail-là, ou ceux qui étaient plus à l'aise de le faire. Notre but d'impliquer tout le monde au début, c'était bien sûr que tout le monde mette un peu l'épaule à la roue, mais que tout le monde soit au courant, que tout le monde connaisse le logiciel, que tout le monde sache que s'ils ont des questions au sujet d'un étudiant qu'ils croient en difficulté, etc., ben maintenant leur coordonnateur peut les aider. Donc tout le monde a participé, oui. Parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions pour clarifier, pour préciser à ce moment-ci, pareil, de la même façon qu'on a fait pour Sylvie, vous accumulez vos questions pour la période de la fin. Alors, merci Eric, et je passerai la parole maintenant à Madame Yvette Hamel. Simplement, bon, il y a des gens qui ont questionné au début d'entrée de jeu, oui, mais Christian Morin devait-il être présent? Oui, il devait être présent, mais il y a eu un empêchement de dernière minute et il a passé le flambeau à Madame Hamel qui, elle, est enseignante. Alors, plutôt que d'avoir une présentation sous l'angle du professionnel, on va l'avoir vécu de l'intérieur, donc par une enseignante qui n'est pas une REPCAR. Hein, votre rôle est vraiment d'enseigner en technique d'éducation à l'enfance au Cégep de Sainte-Foy. Alors, c'est pour cette raison que c'est Madame Hamel qui représente le Cégep de Sainte-Foy ce matin. Alors, petit changement de dernière minute. Alors, merci. Alors, moi, ça fait depuis 2009 que je suis répondante à la réussite. Et je vais vous présenter les deux mesures que le Cégep Sainte-Foy a mis en place. La première mesure, elle débute, si on peut voir le tableau
Oui, pardon, je vais vous... Parfait, merci. OK. Excusez-moi. Parfait, merci. Alors, la première mesure, elle vise l'encadrement de tous les étudiants de première session. Et à ce moment-là, moi, je travaille de concert avec l'aide pédagogique individuelle. L'aide pédagogique fait une analyse préliminaire des étudiants et lorsqu'on se rencontre, elle me fait part déjà des étudiants qui étaient plus faibles au secondaire. Donc, dès la première semaine, on fait cette rencontre-là. Par la suite, l'aide pédagogique vient dans le cadre de mon cours dès la semaine 1 ou 2 et elle vient rencontrer les étudiants pour expliquer son rôle ainsi que le mien. Et là, elle vient vraiment expliquer les ressources qu'offre l'aide aux étudiants. Elle les met en garde aussi sur le métier d'étudiant. Donc, les pièges aussi, la différence entre le secondaire et le collégial. Donc, je lui donne une heure de cours pour qu'elle puisse vraiment bien expliquer son rôle ainsi que le mien parce qu'on travaille vraiment de concert, l'aide pédagogique et moi. Ensuite, donc ça, c'est l'information aux étudiants dans la première étape. Dans l'étape 2, dans les semaines de 3 à 6, là, tous les profs de première session sont invités à faire le dépistage et à entrer les absences sur les A. Nous, dans notre département, l'entrée des absences se faisait déjà. Et comme le mentionnait Mme Allaire, c'est tout à fait pour nous aussi un indicateur. Alors, même si on n'est pas tenu de rentrer les absences, c'est un automatisme pour nous de le faire. Et c'est l'aide pédagogique individuelle qui, elle, a le tableau de bord, si je peux dire. C'est elle qui reçoit les notes ainsi que les absences. Et on se rencontre aux 2 ou 3 semaines, dépendamment, et on s'est au courant des informations qui rentrent. Donc, moi, je sais de semaine en semaine comment évoluent nos étudiants. Et à la mi-session, lorsque les premières notes sont rentrées, là, on fait une rencontre avec l'aide pédagogique et là, elle me donne vraiment ce que donne le tableau de bord. Et là, moi, je prends les notes et par la suite, c'est moi qui rencontre les étudiantes et évidemment, avec les années, j'ai personnalisé les rencontres et je les rencontre chacun de 3 à 5 minutes et question d'établir la relation et je leur demande comment ça se passe, comment ça va. Mais moi, de mon côté, je le sais déjà comment ça se passe pour les étudiants qui ont 2 échecs, qui sont en possibilité d'avoir des échecs, je le sais déjà. Donc, et ça permet vraiment un beau contact. Ça se fait de façon formelle, mais l'étudiant, lui, le reçoit un peu avec légèreté, si je peux dire. Là, c'est pas, bon, ben, tu viens me rencontrer, puis on parle de tes notes. C'est, enfin, j'essaye de faire en sorte de mettre l'étudiant en confiance et qu'il se sente bien là-dedans. Ça fait plusieurs années que je le vis et je peux dire que c'est assez intéressant parce que le fait de rencontrer tous les étudiants, même si c'est quelques minutes, je reçois de l'information qui ne m'aurait pas dit autrement. Entre autres, il y avait une étudiante qui vivait, ses parents étaient en train de se séparer et elle ne savait pas, même si on était allé présenter les ressources dès la première semaine, elle avait comme pas réalisé qu'il y avait les mesures, le Carrefour Conseil, qu'elle pouvait aller rencontrer le psychologue. Donc, ça m'a permis de la diriger vers là. Et il y a d'autres exemples aussi comme ça qui ont permis aux étudiants d'être dirigés rapidement, je dirais, vers le Carrefour Conseil. Je perçois beaucoup mon rôle comme une courroie de transmission entre ce qu'offrent les services, le cégep, les services qu'offre le cégep, et le fait que moi, je suis en contact avec les étudiants. Donc, je fais les rencontres avec les étudiants de la semaine 9 à la semaine 11. Donc, et je vous dirais que ça fait 4 ans que je le vis, et après chaque
chaque année, je fais le bilan avec ma coordonnatrice, à savoir est-ce que je continue de rencontrer les étudiants un à un, est-ce que ça vaut l'investissement? Et le bilan, c'est oui. Alors, je poursuis et évidemment, par la suite, je retourne voir l'API et je lui fais le bilan de mes rencontres. Donc ça, c'est la première mesure d'aide. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent intervenir à ce moment-ci ou s'il y en a qui ont des questions. J'ai rien vu passer sur votre propos jusqu'à présent dans le clavardage. OK. Donc, vous pouvez poursuivre. Parfait. J'irai avec la deuxième mesure d'aide. La deuxième mesure d'aide, c'est le soutien aux étudiants en situation de première occurrence. Donc, je reçois dès la semaine, en fait la semaine 1, je reçois les contrats des éducatifs que ont à compléter les étudiants qui ont échoué plus de la moitié de leur cours. Évidemment, souvent, c'est des étudiants qui nous arrivent de d'autres cégeps parce qu'on est à l'automne et on commence la session. Et à ce moment-là, les étudiants se donnent des objectifs de réussite. Mon rôle est de les accompagner à faire en sorte que leur objectif de réussite ait des actions concrètes. Donc, je revois avec eux les objectifs pour s'assurer qu'ils vont faire des gestes concrets pour atteindre leur objectif dans le but de leur réussite scolaire. Alors, dès la première semaine, ce que je trouve intéressant avec les mesures d'aide, c'est que le Cégep nous soutient vraiment. Les conseillers pédagogiques nous ont outillés. On a vraiment un document où les actions qu'on a à faire sont bien encadrées, sont bien structurées. Et pour ma part, je sais exactement à quel moment faire mes rencontres avec les étudiants et les limites aussi qu'on a. C'est-à-dire que j'ai rencontré un étudiant qui était en occurrence à l'automne dernier et malgré qu'il s'était donné des objectifs, il ne passait pas à l'action, même si je l'ai rencontré dans la semaine, là, parce que je les rencontre aux 2 ou 3 semaines, et il ne se mettait pas en action. Alors j'ai dû lui dire, après avoir fait le tour, que je ne pouvais plus rien pour lui. Et de savoir que il y avait une limite à la mesure d'aide, moi, ça m'a beaucoup rassurée et l'étudiant m'a répondu « Ah, j'aurais besoin que tu m'accompagnes encore. » Alors, je lui ai dit « OK, ça me ferait plaisir, mais toi, qu'est-ce que tu peux faire pour toi? » Et ça a changé complètement la dynamique. C'est vraiment pris en main à partir de là. Et ça donnait un beau résultat dans son cas. Donc, le fait d'avoir vraiment, que ce soit structuré, que nous, on ait vraiment, semaine par semaine, comment bien accompagner les étudiants en occurrence. Et on a à faire par la suite, quand la session se termine, un bilan de suivi et toujours en accompagnement avec l'aide pédagogique individuelle. Ben moi, je me sens bien sécurisée, si je peux dire, dans mon rôle de répondante et soutenue également. Donc, c'est avec bonheur que je fais cet accompagnement-là auprès des étudiants en étant bien accompagnée par l'aide pédagogique individuelle. Voilà, donc mon temps vient de s'écouler. C'est bon. Parfait, merci. OK. Donc, des questions pour le projet du Cégep de Sainte-Foy pour Madame Hamel. Donc, n'hésitez pas à prendre caméra et micro pour poser vos questions, pour demander des précisions. Il y a une question dans le clavardage ici de Madame Marie-Hélène Lapointe qui demande si un élève, en occurrence, est un élève en contrat de réussite. En fait, l'élève en occurrence, un élève qui a échoué plus de la moitié de ses cours, à ce moment-là, il est invité à aller compléter un contrat éducatif où il y a à se donner des objectifs pour sa réussite. D'accord. Est-ce que ça vous va, Madame Lapointe? Vous pouvez signifier votre... S'il y a encore des questions, faites-nous signe. Oui, elle vous remercie. Donc, il y a France Côté qui a levé la main et qui est maintenant parmi nous visuellement. Donc, Madame Côté. Alors, merci Madame Hamel, on sent bien votre passion et votre engagement envers les étudiants. Je me demandais, est-ce qu'il y a des personnes comme vous pour chacun des programmes dans le collège?
Oui, depuis l'an dernier, il y a maintenant 7 programmes et on est 7 répondants à la réussite. Oui, l'implantation s'est faite graduellement et maintenant tous les programmes ont un répondant à la réussite. Donc, à ce moment-là, vous faites les interventions pour les étudiants en TEE et pour les étudiants en formation générale, ben, c'est vos étudiants de TEE, s'ils ont des problématiques en philo ou en français, c'est quand même vous qui les rencontrez. Tout à fait. Et vous, vous êtes libéré pour ça? Oui. OK, merci. Bon, alors j'imagine que la question de la libération revient, bon, ça revient toujours. À quelle hauteur à peu près sont les libérations pour les responsables, je pense qu'on vous appelle comme ça, non pas responsables, répondants de la réussite? En fait, nous, moi, je peux dire que j'ai 6 CI pour accompagner les étudiantes. OK, d'accord. D'autres questions de clarification? OK, alors de façon plus générale, pour les 3 présentations, je vais vous avouer très humblement que j'ai passé un petit sondage lors de la présentation d'Éric Cyr, que j'ai complètement omis, j'ai omis de vous lancer également les résultats du sondage. Alors, je vais rectifier. Voilà. Voici ce que disent donc, la question qui était posée aux participants, c'était: croyez-vous que les jeudis de la réussite ou une activité semblable pourrait améliorer la réussite dans votre collège? Alors, majoritairement, les gens ont répondu oui. Donc, vous voyez ces résultats. Vous les voyez bien à l'écran? Non? Pas encore. Pardonnez-moi, je ne suis pas... Est-ce qu'ils sont apparus maintenant? Donc, on voit que 66% des répondants disent oui. Seulement 8% disent que non. Voilà. Éric, tu as une question à poser. Mais j'avais reçu une dernière question là, sur la feuille, je ne sais pas de qui elle provenait. C'était qui a convoqué la rencontre? Vous savez, dans le cadre des Jeudis de la réussite, c'était des rencontres départementales. La rencontre avait été convoquée par la direction des études. Là, est-ce que c'était une convocation, une invitation? Je ne me souviens pas des mots exacts, mais ça avait été entendu avec la commission des études, avec même le syndicat des enseignants, etc. Donc, c'est quelque chose qui avait été travaillé à l'avance et qui était accepté de tous. C'est pas une convocation qui est arrivée 3 jours, à 3 jours d'avis, etc. Même, je dirais que lors de la production du calendrier scolaire, ou sa diffusion peut-être là en mai ou en avril précédent, le jeudi de la réussite avait déjà été identifié. Les 2 jeudis de la réussite avaient déjà été identifiés. Donc, les gens savaient depuis longtemps qu'ils devaient réserver cette heure-là ou cette 2 heures-là dans leur horaire. Voilà. Parfait, merci. Alors, vous voyez qu'à l'écran, il y a une page blanche qui est apparue. Alors, si vous avez des commentaires, si vous avez des ressources à partager également, n'hésitez pas à les indiquer sur la page. On est un peu comme dans une classe, dans une salle de classe, alors que chacun y aille de ses commentaires, ses préoccupations. C'est ce qui fait l'intérêt de ces rencontres en ligne. Madame Côté, vous voulez intervenir à nouveau? J'ai une autre question pour M. Cyr. Est-ce que le logiciel que vous parliez pour les coordonnateurs dans l'EA, est-ce que c'est dans les fonctions de base de l'EA ou c'est un logiciel particulier? Bon, c'est dans les fonctions de base, mais c'est un module qu'il a fallu se procurer au collège. Là, je suis pas au service informatique, là, vous me pardonnerez, mais je sais que c'est un module qu'on n'avait pas il y a 2 ans, par exemple, qui a été ajouté. Tout comme il y a un module tutorat, il y a un module, bon, il y a différents modules. Je sais que oui. Allez-y. Non, je veux dire, soit Léa l'a produit, l'a ajouté à ce qu'il offrait déjà, ou soit il a fallu l'acheter, je présume. Puis est-ce que vous avez le nom de ce module-là? Ben, moi, je l'appelle personnellement suivi de la réussite Léa, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et il a un genre de volet qui s'appelle vraiment coordonnateur. Donc, dans le fond, c'est un module qui a été fait, dans le fond, pour qu'on puisse le débloquer aux coordonnateurs de département sans qu'ils aient accès à trop de choses dont ils n'auraient pas besoin de toute façon. Merci beaucoup.
Merci. Avant de laisser la parole à Madame Dufresne, il y a Sylvie qui a levé la main pour peut-être préciser le nom de l'outil en question. C'est ça? Ben, je pense que je réalise que c'est peut-être pas tout à fait celui d'Éric, parce que effectivement, c'est le module qui s'appelle Suivi de la réussite Léa, et c'est indiqué comme ça sur Omnivox. Cependant, l'accès que tu parles au coordonnateur, là, ça, j'ai pas vu cet onglet-là. Alors, est-ce que c'est un achat spécifique chez vous? Ça, je ne sais pas. Mais il existe, nous, ce que les responsables d'encadrement utilisent, c'est vraiment le suivi de la réussite Léa, où ils retrouvent tous les paramètres là, pour aller faire des regroupements avec les résultats des étudiants. Ça peut être un certain nombre d'étudiants, ça peut être des étudiants pour un certain nombre de cours, des cours en particulier, ou l'ensemble du programme. Alors, on peut paramétrer comme on veut. C'est un outil qui est intéressant, qui ça vaut la peine de se familiariser avec. On peut avoir beaucoup d'informations. Voilà. Parfait, merci. Alors, Madame Dufresne. D'abord, merci aux trois intervenants qui ont présenté. Ça a été très intéressant. J'aurais deux questions qui s'adressent à tous. Est-ce que d'abord, ces projets-là faisaient partie un peu du projet éducatif de votre établissement? Est-ce que ça découle en fait du projet éducatif? Et deuxième question, quand vous avez, je sais qu'Éric en a parlé, comme quoi les syndicats avaient été consultés et les rencontres sont planifiées, ils font partie là, du calendrier scolaire. J'aimerais savoir, dans les deux autres cas, est-ce que ça s'est aussi discuté avec les syndicats des enseignants? Est-ce que tout le monde s'est approprié ces projets-là? Et est-ce que ça fait consensus à l'intérieur de l'établissement? D'accord. Alors, je ne sais pas si qui de Sylvie ou Yvette souhaite prendre la parole. Donc, je vois Sylvie se manifester. Je peux commencer, je suis en bout de ligne. Alors, chez nous, comment je vous dirais ça, on n'a pas fait de demande au syndicat. Cependant, on a fait des présentations à la commission des études, on a fait des présentations, ceux qui avaient des projets ont présenté en même temps dans une journée particulière et ça a été très, très bien reçu. Parce que les responsables d'encadrement sont des enseignants et lorsqu'ils participent à ces activités, après, je vous dirais, une session d'expérience et se rendre compte du bien fondé, de l'importance de ce rôle-là dans le département pour les étudiants. Une autre chose que je voulais dire, puis ça fait un lien avec ce qu'Éric a dit, ce que Mme Hamel a dit aussi, c'est que les enseignants, ils demandent pas mieux qu'à collaborer dans un projet comme ça. Je vous dirais pas qu'il y a pas de résistance. Oui, il y a des résistances au début, mais je trouve que rapidement, c'est les profs qui redemandent après ça de collaborer à quelque chose comme ça. Mais au début, oui, il y a eu de la résistance. Bon, c'est du maternage. On n'a pas à prendre les étudiants par la main, bon, etc., etc. Ou la meilleure, c'est toujours, on a juste à prendre des étudiants plus forts. Bon, ça, je vais m'abstenir d'un commentaire, mais parce qu'on se rend compte qu'effectivement, c'est pas nécessairement juste les étudiants très faibles. Ça peut être aussi d'autres étudiants qui sont à risque. Alors, non, je vous dirais, et ça sensibilise les enseignants aussi, parce que, comme disait Éric, ce sont les premiers intervenants auprès des étudiants. Mm-hmm. Alors, je pense que ça redonne, même s'ils l'ont, on dirait que ça leur redonne ce potentiel-là, si vous voulez, parce qu'après ça, quand le projet évolue, on se rend compte que les enseignants n'attendent pas nécessairement d'arriver en rencontre de suivi pour intervenir, ils vont intervenir plus rapidement. Sauf qu'on s'est aussi rendu compte que beaucoup d'enseignants sont peu outillés pour intervenir. Mm-hmm. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, aider les enseignants. Nous, on a fait des guides, on a fait une fiche aussi d'intervention, un dernier commentaire, les responsables d'encadrement sont toujours étonnés de voir que la réussite, là, c'est pas juste parce qu'on a compris ou non la matière en classe, mais que c'est beaucoup plus grand que ça. C'est ce qui étonne le plus les responsables d'encadrement. Donc, ça peut être un problème financier, un problème personnel. Donc, ils font beaucoup de référencement aussi, et ça permet aussi de mieux connaître les services dans le collège. Alors, voilà.
Merci. Merci. Donc, est-ce que Madame Hamel, vous aviez quelque chose à ajouter également pour Bien, moi, Saint-Jean? je peux parler pour mon département. Je crois que votre question est plus générale dans tout le cégep, hein? Oui, Ouais. Je sais que depuis que la mesure est dans tous les programmes, nous, on a des rencontres de répondants et ça semble aller de soi maintenant que ça fait partie de notre rôle d'accompagner nos étudiants. Je ne sais pas si je réponds bien, là, enfin. ben, je comprends que d'abord en éducation à l'enfance, dans les programmes de ce type-là, on est aussi des intervenants d'abord. Et on a peut-être un petit peu plus cette préoccupation-là que d'autres programmes, par exemple en mécanique du bâtiment ou dans le fond, l'intervention plus autre que dans la salle de classe est peut-être moins évidente pour les enseignants. C'est pour ça que je voulais savoir s'il y a une adhésion et une participation de l'ensemble de la communauté là, des enseignants. Mais je sais que le programme est la mesure d'aide maintenant est dans tous les programmes. Ça, c'est sûr. La résistance à chacun, là, je ne peux pas vous répondre, malheureusement. OK. D'accord, merci. Il y a Lucie Damour qui a posé la question qui apparaît à l'écran. Peut-on avoir ce guide? Donc, c'est le guide dont Sylvie faisait mention il y a quelques minutes. Est-ce que c'est quelque chose de possible? Oui, ben moi, je peux toujours faire parvenir la fiche d'intervention. Ça, je peux vous la faire parvenir à ceux qui la voudront. Vous allez voir, c'est assez simple, on ne réinvente pas la roue, mais je peux vous la faire parvenir quand même. Vous ne serez pas obligé de réinventer cette roue-là. Puis après ça, ce qu'ils utilisent, ben, je vais regarder ce que je peux faire. Pour la faire parvenir, à ce moment-là, on le mettra en site. On le mettrait sur le site du Carrefour? Oui. D'accord. Donc, c'est notre lieu privilégié là, pour déposer les documents qui peuvent s'adresser à tous. Puis d'ailleurs, pour tous les participants, j'ai oublié de vous mentionner d'entrée de jeu que vous pouvez télécharger tous les documents qui ont été présentés par nos 3 personnes ressources. Donc, normalement, là, si vous allez à droite complètement de votre écran, vous avez documents téléchargés. Alors, vous allez être en mesure en tout cas, de récupérer ces documents là, qui vous ont été présentés ce matin. Est-ce que d'autres questions venant de la salle? Je ne vois pas de petites mains levées. Moi, j'aurais une question qui s'adresse aux 3 présentateurs. C'est quoi les conditions de réussite de ces pratiques-là? C'est quoi les conditions qui sont à mettre en place pour que ça puisse bien fonctionner dans les collèges? Bien, moi, je peux répondre. De toute évidence, là, dans votre propos, ça ressort fortement, mais j'aimerais vous entendre. Bien, moi, je peux répondre en tant que répondante. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est d'avoir une procédure claire dans le temps. Et également de connaître notre rôle et les limites de notre rôle. Ça m'a enlevé le sentiment d'impuissance face à certaines situations. Et de se sentir soutenu aussi par les conseillers pédagogiques et les aides pédagogiques individuelles. Ces 3 conditions-là, pour moi, ça me sécurise énormément, puis ça me donne l'énergie d'aller de l'avant. D'accord. Autre chose du côté d'Éric ou Sylvie? Ben, pour ma part, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Yvette. C'est effectivement ça, ça prend une procédure claire. Le fait, présentement, c'est moi qui s'occupe du suivi pour l'ensemble des projets, mais ce que je souhaite, c'est que chacun des conseillers pédagogiques se réapproprie cet encadrement-là auprès de chacun de ces programmes. Mais c'est ça, faut être disponible, ça prend du temps. Mais il faut avoir des rôles clairs, effectivement, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Le rôle des intervenants aussi doit être clair, le rôle du responsable d'encadrement. On a tous des limites qu'on ne peut pas franchir et il ne faut pas aller jouer là-dedans non plus parce que, en fait, non, c'est ça, ça prend vraiment des rôles clairs, ça prend du soutien aussi. On a été chanceux d'avoir un bon soutien informatique, mais ça prend ça, puis ça prend aussi une volonté de la direction des études. D'accord. Pour ta part, Éric, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ou bien on laisse la parole à Madame Lapointe qui a une question à nous poser?
Ben, je vais prendre un petit 10 secondes. Je pense qu'il faut impliquer les gens parce que nous, vous voyez, à notre premier jeudi de réussite, c'est sûr que c'était les étudiants de première session seulement. Il fallait commencer quelque part. Il y a des enseignants qui nous ont dit, ben, on n'enseigne pas en première session, etc. Donc, je dirais ça, impliquer tout le monde, que chacun a un rôle, chacun voit la pertinence de sa présence dans ces réunions-là. Et deux, bien sûr, bien les informer sur les services que eux peuvent offrir aux étudiants, j'irais dire en dehors de l'encadrement en lien avec leurs cours. D'accord. Merci. Alors, Madame Lapointe. En fait, j'ai cru comprendre que Madame Hamel a parlé tout à l'heure d'un guide dans lequel, entre autres, on précisait les limites des interventions. Est-ce que je me trompe? Bien, les limites ne sont pas écrites clairement comme ça, mais OK. le rôle est bien écrit. Donc, OK. c'est ça. Donc, vous avez un guide. Oui. Est-ce que ça serait disponible ou c'est un document du collège qui sort pas? Là, je parle au nom de Christian Morin. J'imagine que oui, on pourra le... Je vais faire la demande à Christian qui le rende disponible, en fait. Madame Dubé, je sais pas. Oui, ben en fait, c'est ça, on pourra se reparler par la suite et si effectivement vous souhaitez le rendre disponible, on pourra le faire via le site là, du Carrefour. Merci. On a aussi, je sais pas si ça peut être pertinent de le mentionner, mais dans les conditions de réussite, les conseillers pédagogiques nous donnent des formations, entre autres sur la confidentialité. On a eu le thème justement, quelles sont les limites. On discute de ça entre répondants. On a parlé également de... je m'en manque un. En fait, la procrastination. Bref, on a différents thèmes qui nous aident à comprendre les difficultés que peuvent vivre les étudiants. On a eu aussi une formation sur le TDAH. Donc, ça nous outille, ça nous forme, ça nous aide à mieux accompagner les étudiants. OK, donc on comprend qu'il y a un encadrement des encadreurs. Oui. OK, parfait. Excellent. Est-ce que vous avez pu, dans tous les cas, là, noter des résultats tangibles en termes de réussite en lien avec vos projets ou en termes d'engagement des étudiants, là? Allez-y, parce que bon, c'est pas toujours facile de quantifier la réussite associée à une seule mesure, hein. On sait que c'est multifactoriel, multidimensionnel, donc mais j'aimerais vous entendre là en termes de retombées, de résultats là, sur l'engagement ou la réussite. Bon, je peux me prononcer. Moi, la première cible, ce n'était pas la réussite comme telle à quantifier au niveau des étudiants, parce que comme tu viens de le dire, c'est tellement multifactoriel que c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui a vraiment bien marché, là. Est-ce que c'est cette mesure-là ou une autre? Cependant, ce qui était important pour moi, c'est qu'on implique le plus possible de gens autour des étudiants. Et ça, je pense que pour ceux qui vivent le projet, en partie, pas tous, mais en partie, c'est fait, ça. Ils sont beaucoup plus sensibilisés à ça. Et il y en a même qui le poursuivent à l'hiver, même s'ils n'ont pas de dégrèvement, là, qui le poursuivent d'une autre façon à la session d'hiver. Alors, je pense que cette sensibilisation-là, et c'est ça qu'il faut poursuivre, outiller et permettre aux gens d'avoir un lieu pour se rassembler puis d'en discuter. D'autre part, chez nous, on a aussi les responsables d'encadrement, on les rencontre, je fais 3 rencontres durant la session avec eux pour briser leur isolement à eux aussi, puis qu'ils puissent échanger sur des cas et qu'on puisse trouver des réponses ensemble. Mais ne serait-ce que ça, dans les 2 premières années, pour moi, c'est gros, c'est bon. Cependant, il y a des programmes qui me disent qu'effectivement, ils ont pu retenir certains étudiants. Il y a des étudiants qui sont restés à la 2e session, à la 3e session, parce qu'il y a eu ces interventions-là. Mais les quantifier, là, c'est difficile. OK. Parfait. Éric? Dans le fond, nous, ben, comme Sylvie vient de dire, c'est impossible de le quantifier réellement. Mais nous, c'est drôle parce qu'on expliquait il y a quelques jours à la commission des études que l'automne qui vient de se terminer, qui est le premier automne où on a fait les jeudis de la réussite,
est un automne où il y a eu beaucoup moins d'étudiants qui ont échoué 2 cours ou plus. Donc nous, nos contrats pédagogiques, c'est 2 cours ou plus. Et il y a eu aussi un meilleur taux de réussite de l'ensemble de nos étudiants dans le cégep. Donc, on ne peut pas faire le lien direct d'une chose à l'autre, mais ça nous a bien servi pour dire qu'on était dans la bonne voie au niveau de améliorer l'encadrement des nouveaux étudiants. D'accord. Il me semble avoir vu, oui, j'ai Lucie Damour qui souhaiterait prendre la parole, qui a une question à vous adresser. D'abord, merci beaucoup. Je trouve ça très intéressant et j'aime beaucoup être alimenté des pratiques qui se font ailleurs. Puis je pense qu'on adapte un peu à notre réalité à travers tout ça. Et d'ailleurs, moi, cette année, comme conseillère pédagogique, j'avais produit un document à l'entrée de la première session cet automne. J'avais d'abord évalué les pratiques qui se faisaient dans l'aide à la réussite pour les étudiants de tous les départements, parce que l'an dernier, j'avais eu une demande à la réunion des coordonnateurs pour tenter d'harmoniser les pratiques. Il y a des départements qui en faisaient, d'autres qui faisaient pas beaucoup de suivi, puis il y en a qui étaient très systématiques et rigoureux là-dedans. Fait que j'ai produit un petit document maison, là, et j'ai été chercher après dans 3 cégeps que je trouvais représentatifs à partir d'articles de pédagogie collégiale, dont le cégep de Sherbrooke, Madame Allaire, là, je me suis servi de votre modèle qui me plaisait beaucoup, le cégep de Sainte-Foy et le cégep de Matane aussi, étant donné que nous, on est en région aux îles de la Madeleine. Je trouvais que c'était bien de voir des plus gros et des plus petits cégeps. Et j'ai présenté ça à mes enseignants et ça a été vraiment une belle réflexion. Et aujourd'hui encore, là, moi, j'arrête pas de leur dire de se servir de l'EA. Et on a des modules, je pense qu'on l'a d'ailleurs, le module d'aide à la réussite. Et c'est pas encore systématiquement utilisé, mais on note les présences et on a des choses qui se mettent en place tranquillement. Alors, c'est intéressant à ce niveau-là. Je pense que c'est très bien pour suivre les étudiants, mais il n'y a rien comme les rencontres en fonction des besoins des étudiants. Puis dans notre cégep, nous, on a plus du double des étudiants qui sont suivis en service spécialisé par rapport aux cégeps normaux, là. C'est certain qu'on ne fait pas de sélection des meilleurs, loin de là. Je dirais qu'on a même le problème inverse. On a des étudiants qui nous arrivent avec des grandes difficultés. Et on a mis en place des périodes d'études obligatoires. Nous, c'est les jeudis matins. Il y a 2 heures, la première année de tous les programmes de périodes d'études obligatoires, où tous les enseignants de première année, à part quelques exceptions, là, quand c'est pas possible, sont disponibles à ces heures-là. Et c'est de l'aide aux étudiants qui sont coordonnés par des gens qui sont responsables des périodes d'études. On est au courant des examens, des travaux, de tout ce que les étudiants ont à faire. Et à chaque semaine, on leur présente ça. On favorise d'ailleurs le travail d'équipe à l'intérieur de ça, l'entraide. Et ça a donné des résultats, nous, qui sont quantifiés, là, qui sont extraordinaires depuis qu'on a mis ces périodes d'études-là en marche. Alors, je vous remercie beaucoup. Moi, je suis très stimulée par tout ce que je vois aujourd'hui. Il y a des belles... je pense que chaque cégep a ses façons de faire, mais c'est un domaine tellement important si on veut permettre la réussite de nos étudiants que de les encadrer puis s'en occuper. Puis j'en ai la preuve aujourd'hui. Merci de vos présentations. Merci pour votre commentaire. Donc, bon, j'aurais quelques autres questions, mais en même temps, je vois le temps qui file et j'aimerais peut-être laisser à la salle le soin de répondre peut-être à cette grande question pour terminer, mais qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Bon, Madame Damour, vous venez d'en faire le témoignage, mais pour les autres, vous pouvez utiliser le tableau blanc puis y aller vraiment en vrac. Bon, qu'est-ce que vous retenez là, de cet échange de ce matin et en quoi les pratiques qui ont été présentées vous inspirent-elles? Donc, on aura sûrement des personnes qui écriront, d'autres peuvent prendre la parole aussi sur le même propos. Donc, quelles sont vos inspirations ce matin là, à partir de ce que vous avez entendu? Donc, on voit l'importance de la concertation. Je pense que ça a été mentionné de façon très claire dans les 3 présentations. Il y a Madame Côté qui souhaite intervenir. Oui, en fait, chez nous, avec notre nouvelle PIA, puis le fait que les enseignants peuvent plus enlever de points pour la présence en classe,
On a vécu une session automne très mouvementée avec des profs démunis, avec des étudiants plus ou moins présents, avec des taux de réussite qui s'annoncent moins bons qu'à l'habitude, quoi qu'on peut pas faire la corrélation directe avec la présence parce que les enseignants entrent pas vraiment les présences en classe sur Omnivox, mais je trouve que ça donne une prise différente de pénaliser avec des points la présence en classe. Il me semble que ça, en tout cas pour moi, dans mon collège, ça ouvre des perspectives de travail pour essayer de faire en sorte que les étudiants saisissent l'importance de la présence et que les profs puissent faire autre chose que juste enlever des points. Donc, je trouve ça ressourçant. Merci. Merci. D'autres commentaires? Donc, des pratiques qui inspirent, c'est très intéressant de connaître les autres pratiques. Je pense que cette formule de partage semble plaire. Que nous, si je peux ajouter, oui, bien sûr. C'est vrai qu'on a pu rentrer les absences, mais on a mis en place, je dis on, c'est les profs de première année, et c'est moi en tant que répondante qui l'explique aux étudiants, mais on a établi des attitudes et comportements favorisant la réussite scolaire, puis le climat de classe. Et les étudiants sont appelés je les place en sous-groupe et ont à déterminer quelles sont les conditions favorisant leur réussite en classe. Et ensuite, on le fait en grand groupe et on en fait, évidemment, c'est toujours les mêmes qui ressortent, dont la présence, d'être actif, tout ça. Et en fait, on stimule nos étudiants à être présents en classe. Je ne sais pas si ça peut ajouter, là, mais dans le sens de leur faire voir que s'ils veulent réussir, c'est leur responsabilité d'être présents. Même si on... Parfait. Merci. Donc, le module suivi de la réussite pose problème. C'est encourageant de savoir que ça fonctionne ailleurs. Effectivement, si jamais ça pose problème dans certains cégeps, on pourrait essayer peut-être de faire quelque chose autour de cette question-là, du module suivi de la réussite. C'est tellement un outil puissant quand on trouve la manière de l'utiliser. Effectivement, je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire autour de ça, une petite thématique à discuter entre quelques personnes, sans doute. Donc, quelle belle conclusion. La réussite, c'est l'affaire de tous. Je pense que ça pourrait être notre mot de la fin. Si personne n'a d'autres commentaires à formuler, on pourrait se laisser sur cette belle phrase, mais je vois qu'il y a Anne Fillon qui vous souhaiterait prendre la parole en terminant. Oui, ben, simplement pour vous adresser un mot de remerciement à tous. D'abord à Judith qui a accepté là, d'animer cette première rencontre à distance, qui l'a fait là, avec brio. Aux 3 personnes qui ont accepté de faire une présentation, de partager avec eux, là, avec nous, les pratiques qu'ils ont mis en place dans leur collège. Comme les gens l'ont indiqué sur le tableau, vous nous avez inspirés. Merci beaucoup. Et c'était notre première expérience de rencontre à distance. J'espère que ça vous a plu. Moi, personnellement, j'ai bien apprécié. On fera le bilan, on vous en reparlera certainement lors de notre rencontre en présence au mois de mars, ça s'en vient. Mais je pense que l'expérience sera répétée. Et je profite de l'occasion pour remercier également tous les participants qui se sont joints à nous ce matin et qui nous ont fait des commentaires là, au fur et à mesure pour alimenter notre discussion. Alors, je te redonne la parole, Judith. Merci à tous. Merci. Alors, il y a quelques commentaires qui sont arrivés sur le clavardage au moment de ta prise de parole, Anne. Donc, il y a Madame Damour qui nous dit « Merci de nous permettre ces formations si importantes pour nous en région entre 2 blizzards. » Alors, on est très compatissant avec vous, Madame Damour. Et puis, elle dit aussi « On en veut d'autres. » Alors, je pense que le message est clair. On en produira d'autres aussi. Et si vous pouvez nous soumettre des idées de thématiques que vous souhaiteriez aborder par cette voie-là, par la voie des rencontres via. Je suis preneuse, Anne sera preneuse aussi. Je pense que ce sera intéressant d'avoir vos idées de sujets à aborder.
Alors, voilà, donc je crois que vous avez dû le voir si vous suiviez le clavardage, mais Anne nous a dit que les présentations, en fait, les documents qui ont été présentés ce matin seront sur le site du Carrefour et plus spécifiquement sous l'onglet « Rencontres et colloques ». Alors, c'est là que vous allez pouvoir retrouver les documents de nos 3 personnes ressources. Alors, vraiment, je tiens de la même manière qu'Anne à remercier nos 3 personnes ressources. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous entendre et puis au plaisir de vous retrouver tous le 25 mars prochain à Montréal.